Bon, je vous remercie d'être venu. Je regrette qu'on commence tard. Je ne désirais pas pénaliser ceux qui sont arrivés à l'heure. Enfin, c'est comme ça. En France, en général, il y a un quart d'heure. Contrairement à certains pays protestants où l'heure, c'est l'heure. Enfin, chacun ses traditions. En tout cas, on va parler des Kurdes, et puis de là, on va quand même sauter un peu sur la situation d'aujourd'hui dans les questions-réponses. Donc je fais une petite introduction, moins de 30 minutes, sur qu'est-ce que les Kurdes, pourquoi ils sont intéressants, et pourquoi ils sont à la fois compliqués. Les Kurdes, on les connaît essentiellement depuis qu'ils ont été islamisés, c'est-à-dire depuis le 7e siècle. Ils n'ont jamais eu d'État indépendant, contrairement à l'Iran, animé par les Persans essentiellement, contrairement à l'Empire ottoman avec les Turcs, et contrairement à l'Égypte où il y a une tradition très ancienne, bureaucratique et étatique. Eux étaient séparés au cours de l'histoire en deux, la majorité du côté de l'Empire ottoman, dans la mesure où ils étaient sunnites, et puis une minorité qui se trouvait du côté iranien, dans la mesure où ils étaient souvent chiites. J'ai dit souvent, pas toujours. La coupure se fait au XVIe siècle. Ce que nous connaissons aujourd'hui est évidemment différent et va se former au lendemain de la Première Guerre mondiale, avec l'effondrement de l'Empire ottoman, qui fait que deux États principalement, les Britanniques et les Français, se partagent une partie importante des dépouilles de l'Empire, ratent le partage de la Turquie, qui est sauvée grâce au génie de Mustafa Kemal. Et à cette époque-là, Mustafa Kemal, imitant d'ailleurs les Japonais, qui en 1868 avait fait la révolution du Meiji et s'était dit, bon, il n'y a qu'une seule façon d'échapper à la mainmise des Blancs, puisque on parlait comme ça à l'époque, il faut les imiter. Donc ils ont imité ceux qui étaient supposés en 1868 être la meilleure armée du monde, les Français, pour former une armée moderne. 2 ans après, les Français sont battus, ils les remercient et ils ont pris les Allemands. Bon, voilà, c'est comme ça qu'on pratiquait la marche forcée pour rejoindre la modernité. Mustafa Kemal, en son temps, il va regarder l'Europe et il va se dire, bon voilà, l'Empire ottoman était vermoulu, il y a 2 siècles qu'on était en complète décadence, on n'a rien compris, il va falloir imiter ces types, les Britanniques, les Français, le code suisse, l'alphabet latin, un État séculier, et puis on va changer nos habitudes et on va essayer de rejoindre, en fin de compte, dans le cadre de ce qu'on appelle l'État-nation, la modernité. Le reste, les Britanniques et les Français se le partagent, c'est-à-dire ce qui est aujourd'hui essentiellement la Syrie et l'Irak. Les Français héritent de la Syrie et aussi de ce qui est devenu le Liban. Et les Britanniques héritent de l'Irak, avec en plus la province de Mossoul, ça s'appelait Vilayet de Mossoul. Entre 1923, date de la signature du traité de Lausanne, qui est celle de la Turquie moderne, et 1925, pendant 2 ans, Mustafa Kemal va demander à la Société des Nations, nous réclamons le vilayet de Mossoul comme devant appartenir à la Turquie. Bon, la fameuse Société des Nations va trancher en 1925. Je ne vous demanderai pas, à votre avis, lequel va l'emporter. Bien sûr, c'est la Grande-Bretagne, puisque la Société des Nations, comme aujourd'hui l'ONU, est d'abord l'expression d'un rapport de force. J'espère qu'on est bien d'accord sur cette expression, un rapport de force.
il y a plus d'explications de l'histoire là-dedans que dans bien du blabla sur des principes moraux. Je dis blabla, non pas que les principes moraux ne soient pas jolis, mais c'est parce qu'en général, ils passent derrière. Et au terme de quoi nous disons, c'est une tragédie, in memoriam, jamais plus. Puis après, on recommence. Donc, les Britanniques créent l'Irak moderne, à l'intérieur desquels il y a des Kurdes et des Arabes, essentiellement, mais aussi des Turkmènes. Les Français créent la Syrie, avec des divisions. Par exemple, c'est nous qui avons créé un État des Alaouites. C'est nous qui avons combattu les Druzes. Et c'était un État, la Syrie, déjà compliqué, avec des Arabes, en majorité sunnites, une minorité alaouite de 15%, 15% environ de chrétiens, qui vont évidemment appuyer les alaouites parce que leur crainte, c'est que la majorité sunnite l'emporte. C'est là-dessus que réside le pouvoir de M. Bachar el-Assad et de son père, Hafez el-Assad. Et puis les Kurdes, il y en a un certain nombre qui vont être inclus dans cette Syrie. Ils sont pourtant à la frontière, c'est les mêmes qu'en Turquie. Les Kurdes se trouvent également en Iran depuis 1514. Et puis les Turcs les plus nombreux se trouvent en Turquie. La première chose que décrète Mustafa Kemal quand la Turquie devient indépendante en tant qu'État-nation en 1923, c'est la Turquie est le pays des seuls Turcs. C'est ce qu'on appelle être jacobin. Les Kurdes qui s'étaient battus avec les Turcs en tant que musulmans, contre les Grecs, contre les Arméniens qui restaient, et contre d'autres, contre l'armée française, entre autres, contre les Italiens également. Bon, les Kurdes se révoltent. Ils vont se révolter d'ailleurs pour deux raisons. C'est qu'en même temps qu'il a dit la Turquie est le pays des seuls Turcs, il a aussi ajouté le califat, j'en veux plus, c'est une vieille lune, maintenant on modernise, on fait du séculier. Ça, c'était en quelque sorte le poids culturel du modèle européen en 1920. Les Kurdes se révoltent en 24-25, ils seront écrasés, ils recommencent en 1930, ils sont écrasés, ils remettent ça en 1937, ils sont écrasés, et après on n'en entend plus parler pendant un bon moment. Donc révolte importante, répression massive, on ne plaisantait pas, d'ailleurs on ne plaisante pas beaucoup en Turquie, en général, les méthodes sont brutales, et on a un État turc qui se débrouille au début en étant une sorte d'allié conjoncturel de l'Union soviétique de Lénine, puis qui ensuite passe tout à fait du côté ouest, et qui, pendant la Seconde Guerre mondiale, reste prudemment neutre, après avoir dit aux sollicitations allemandes, bon, ben, dès que vous aurez pris Stalingrad, on vient. Bon, ils n'ont pas pris Stalingrad, donc ici ils ne sont pas allés, ce qui fait que vers mars 1945, voyant que les Allemands étaient vraiment en train de perdre, ils se sont rangés du côté des vainqueurs, histoire de partager un petit morceau des dépouilles. Et puis ils ont réussi un très beau coup par la suite, les Turcs, c'est qu'ils ont participé à la guerre de Corée côté américain, et que grâce à ça, ils sont devenus membres de l'OTAN, et à partir du moment où ils sont devenus membres de l'OTAN, ils étaient sanctuarisés. Qu'est-ce que ça veut dire sanctuarisé? Ça veut dire que plus personne ne peut vous toucher, puisqu'en quelque sorte, celui qui vous touche encourt la réplique de tous les États qui composent l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, et particulièrement les États-Unis, bien sûr. On passe au nucléaire, ne l'oublions pas.
les Kurdes de Turquie donc, vont être dans la répression. Ils ont le choix entre A, l'assimilation, l'oubli de leur langue, B, le silence, tu te tiens tranquille, je ne te cherche pas, ou la révolte, et à ce moment-là, si tu te lèves la tête, je te la coupe. Voilà. C'est assez simple comme dilemme, et c'est ce qui leur arrive jusqu'à aujourd'hui, avec la création beaucoup plus tardive, mais on n'en est pas encore là. Ailleurs, comment ça se passe? En Irak, ça se passe également dans le cadre de révolte, dès le début, 1920. La Royal Air Force, qui est balbutiante, va utiliser le bombardement aérien quasiment pour la première fois, en même temps en Irak, en Somalie et puis en Afghanistan. C'est vraiment très très nouveau. Hein. Les bombardements aériens, c'est quelque chose de très nouveau. Bon, évidemment, la moindre concentration de troupes est écrasée très facilement. C'est comme ça que les autres se disent que bon, il faut se replier sur la guérilla, les petits groupes irréguliers, etc. Et toutes les révoltes sont également écrasées. Et la dernière, au cours de la Seconde Guerre mondiale, est menée par Mustapha Barzani, le père du Barzani actuel, Massoud, qui règne à Erbil, avec succès. En 1945, tout de suite après la guerre, Staline, qui est à Berlin, qui occupe une partie importante de l'Europe centrale, exerce également une poussée en Orient, c'est-à-dire qu'il cherche une influence en Iran. Il crée, grâce à l'Azerbaïdjan de Bakou, un grand Azerbaïdjan, parce que les Azerbaïdjanais sont à cheval sur le Caucase et l'Iran, et il va créer un grand Azerbaïdjan avec Bakou et Tabriz, qu'aujourd'hui d'ailleurs la famille Aliyev voudrait bien retrouver, ce qui n'est pas possible compte tenu qu'en Iran on est suffisamment souple pour avoir largement coopté tant au niveau des affaires qu'au niveau religieux les élites locales azerbaïdjanaises qui sont chiites. Ils vont également avoir des agents qui vont fomenter, créer une république kurde à Mahabad qui va durer l'année 1946 pendant 1 an. Alors pendant cette année-là, c'est vraiment l'exaltation de l'indépendance. Ils font quelques manifestations importantes, ils essayent de se construire une sorte d'État, mais c'est contrecarré très rapidement par les Britanniques et aussi par les Américains qui ne veulent pas du tout que Staline ait une influence importante. Eux vont appuyer le jeune Shah, celui qui a régné pendant très longtemps, et les troupes iraniennes rééquipées et entraînées par les États-Unis pénètrent dans Mahabad. Enfin, avant de pénétrer, ils dressent un ultimatum en disant « Bon, écoutez, vous vous rendez, et si vous acceptez de vous rendre sans combattre, il n'y aura pas d'effusion de sang. » Alors, Mustapha Barzani, qui avait quitté l'Irak avec 500 de ses guerriers pour venir prêter main forte à cette fameuse République de Mahabad, dit « Moi, je n'ai pas confiance dans les Persans, je me tire ». Et il remonte à travers la frontière turco-iranienne jusqu'en Union soviétique, où il arrive en 1946 et où il va rester jusqu'à 1958. Quant aux autres, c'est-à-dire les responsables religieux qui sont à la tête
du pays, 3 d'entre eux particulièrement, ils vont être pendus, et effectivement, il n'y aura pas d'effusion de sang. J'espère que vous appréciez l'humour local. Donc, à partir de là, les Kurdes vont subir une répression sévère, sauf s'ils se tiennent tranquilles. Alors, ils font partie du parti communiste local, le Toudeh, mais clandestinement, et ils vont survivre avec beaucoup de difficultés jusqu'à 1978, souvent clandestins, avec une chance de réémerger au moment de l'effondrement du régime du Shah vers 1978, peu avant la prise de pouvoir officielle de l'ayatollah Khomeini en 1979. Entre-temps, je reviens maintenant en Irak, où l'influence britannique reste très importante jusqu'à 1958, on a une révolution de palais avec la montée au pouvoir d'un colonel nationaliste, Qassem, qui va déclarer pour la première fois l'Irak est le pays de 2 peuples, les Arabes et les Kurdes. Alors Mustafa Barzani, il quitte l'Union soviétique et il revient à Bagdad. Il revient aussi chez lui, c'est-à-dire dans la zone que nous connaissons comme Erbil, Souleymanie, etc., où il y avait eu des soulèvements, mais tous réprimés. Et il commence à discuter avec les Arabes et le colonel Qassem de l'assiette territoriale qu'ils vont occuper. Et évidemment, ça achoppe sur qui va être le patron de Mossoul, ville à majorité kurde, mais également ville très importante du point de vue pétrolier. Ça va créer les mêmes dissensions d'ailleurs par la suite avec Saddam Hussein, et ça va créer les mêmes dissensions avec le régime actuel, puisque le 25 septembre de l'année dernière, c'est ça qui va conduire les Kurdes d'Irak au désastre. Est-ce qu'on me suit? Est-ce que je suis assez clair? Parce que c'est assez compliqué, donc il faut rester précis. Alors, pour reprendre les 3 pays, Turquie, répression ininterrompue jusqu'à la création en 1984 du Parti des travailleurs kurdes, PKK, par un certain Öcalan, qui commet l'erreur de prétendre déboucher sur l'indépendance. Il n'y a aucun pays qui n'admet qu'une minorité débouche sur l'indépendance, à moins qu'il ait la force de l'arracher par les armes. D'accord? On a vu ça il n'y a pas longtemps du côté de la Catalogne. Il y a même des Corses qui s'imaginent que peut-être ils vont déboucher sur l'indépendance. Tout le monde a le droit de rêver. Enfin, dans la pratique, disons que l'idée qu'ils pouvaient déboucher sur l'indépendance était absurde. À la rigueur, il fallait demander l'autonomie. C'est d'ailleurs ce qu'ils ont fait par la suite, après avoir pris beaucoup de coups. Et la lutte armée commence en 1984 et ne s'arrête pas jusqu'à aujourd'hui, avec plusieurs défaites très sévères du côté des Kurdes, parce que quand l'armée turque frappe, elle frappe très fort. Alors, inutile d'ajouter que ce ne sont pas des terroristes. En général, l'État décrète que ceux qui luttent contre lui sont des terroristes. Bon, pour l'observateur sérieux, quand on mobilise 150 soldats pour quadriller une zone, on n'a pas affaire à des terroristes, on a affaire à une guérilla, techniquement parlant, qui parfois peut utiliser des actions à caractère terroriste. L'État, d'ailleurs, lui-même, use de la terreur. Donc, toutes ces accusations, bon, c'est de la propagande. Hein. Dans la pratique, aujourd'hui, la liste des États terroristes ou bien des mouvements terroristes a été dressée par les néoconservateurs de George Bush en 2001. Et qu'est-ce qu'ils ont mis là-dedans? Ils ont mis tous les mouvements qui étaient opposés aux États-Unis et tous les mouvements qui étaient opposés aux alliés des États-Unis.
Ce qui fait qu'on trouvait là-dedans des mouvements de guérilla tout à fait classiques comme les FARC ou d'autres qui n'étaient pas terroristes, mais qui étaient essentiellement des mouvements de guérilla. Bon. Enfin, c'est une technique des États d'appeler terroristes les adversaires dès qu'ils utilisent quelques violences, souvent dans le cadre d'une guerre de guérilla et non pas d'action à caractère terroriste. Voilà pour la Turquie, très grosse répression donc jusqu'à aujourd'hui, et d'ailleurs des erreurs sont commises du côté du PKK, c'est-à-dire qu'ils ont commis l'erreur de penser que c'était une bonne idée, il y a de ça 2 ans, de s'attaquer au pouvoir de l'armée turque dans les villes. Ça n'a pas marché parce que quand on cherche à s'emparer du pouvoir dans les villes, il faut savoir que la répression va être rude, et si c'est votre propre population qui va être malmenée, combattue, massacrée, ben vous n'allez pas gagner en général beaucoup de popularité. Les combats urbains, on a intérêt à les mener dans les villes des autres. C'est comme ça. Donc voilà la situation en Turquie. Elle est d'autant plus intéressante que celui qui dirige la Turquie actuelle, M. Recep Tayyip Erdogan, est un dictateur indiscutable, talentueux, mégalomane, et qui a l'intention de ramener la Turquie dans le droit chemin, c'est-à-dire d'effacer la césarienne culturelle opérée par le régime de Mustafa Kemal, voulant un État séculier imitant l'Europe. Donc lui, ce qu'il veut maintenant, puisqu'il estime que l'Europe s'est foutue, ce qu'il veut, c'est réislamiser, jouer la carte du sunnisme sur place et en même temps d'être le champion du sunnisme version frères musulmans. C'est-à-dire qu'il ne travaille pas pour l'Arabie saoudite et le wahhabisme, mais pour les frères musulmans d'origine égyptienne, avec d'ailleurs l'appui du Qatar. En Syrie, on connaît la situation, c'est-à-dire que le régime de Bachar el-Assad était un régime dictatorial, sans l'ombre d'un doute, et une lutte est entamée contre lui. Alors il y a ceux qui pensent que si on avait enlevé rapidement Bachar, on aurait eu peut-être un État démocratique. On peut émettre des doutes, mais je ne peux pas affirmer, puisque je ne peux pas dire quelque chose sur quelque chose qui ne s'est pas passé. Chose certaine, c'est que très rapidement, les djihadistes de diverses obédiences, soit d'origine influencée par l'Arabie saoudite, soit influencés par les frères musulmans, soit salafistes, etc., se sont installés très fortement et que le régime n'a survécu que grâce à l'appui qui lui a été apporté par l'Iran et les alliés de l'Iran, comme le Hezbollah, par l'Iran aussi parce qu'ils ont envoyé des troupes importantes sur place, des chiites formés chez eux, iraniens, des chiites venus d'Irak. Ils ont même amené du monde d'Afghanistan, des chiites hazaras, même du Pakistan, des chiites, etc. Là-dedans, les Kurdes, eux, ont joué une carte tout à fait spéciale. Ils n'ont pas attaqué le régime, bien qu'ils avaient été très discrédités par le régime pendant de nombreuses années. 200 000 d'entre eux n'avaient même pas de papier. Mais enfin, ils se sont dit, on ne va pas se mettre à dos à la fois les djihadistes, plus le régime de Bachar, donc on fait ça neutre. On ne l'attaque pas, il ne nous attaque pas. Et ils ont réussi à se former. Et entre-temps, M. Öcalan, qui avait été marxiste-léniniste, il a estimé qu'il avait été maintenant le propagateur d'une idéologie de
d'autonomie locale, imité d'un théoricien américain, Buckin, avec parité, homme-femme, avec des principes en principe démocratiques, forcément, comment dirais-je, avec une direction assez roide, c'est-à-dire que jusqu'où est-ce que c'est démocratique, la question vaut la peine d'être posée, je n'y réponds pas, mais enfin je la soulève. Entre les hommes et les femmes, oui, bien sûr, les combattantes sont des vraies combattantes, j'ai pu voir ça en Syrie. D'un autre côté, comme dans tous les mouvements de ce type, chez Mao, chez les Viettes, chez les Érythréens, chez les Tamouls du Sri Lanka, on est dans un couvent militarisé. Qu'est-ce que ça veut dire un couvent militarisé? C'est-à-dire que, bon, nous sommes égaux, mais je ne te touche pas. Voilà. C'est-à-dire que le parti empêche toute espèce de relation de façon à pouvoir continuer à contrôler les membres qui appartiennent au parti. Force extrêmement bien organisée, qui a démontré à Kobané, il y a de ça 3 ans, qu'ils étaient prêts à se battre de façon sérieuse et qui a été, comment dirais-je, largement soutenu par les Américains comme par d'autres États occidentaux, pour la bonne raison qu'ils se présentaient comme une troupe de substitution alors que nous n'avions pas envie de combattre au sol. Je signale qu'aujourd'hui, les Européens d'une façon générale, et d'ailleurs même les Américains, en dehors des forces spéciales, n'aiment plus combattre au sol, c'est-à-dire qu'ils ne supportent plus les pertes humaines. Je peux vous donner une illustration qui permet de comprendre tout de suite de quoi je parle. En 2008, les Français perdent 10 hommes dans une embuscade à Ouzbine, non loin de Kaboul. Le président de la République de l'époque y va et il dit « Je regrette que nos hommes aient été victimes d'une embuscade ». Il veut montrer sa compassion. Est-ce qu'on aurait imaginé 50 ans avant Charles de Gaulle se rendant en Algérie pour dire ben voilà, on a 10 hommes qui sont tombés dans une embuscade, je suis vraiment désolé, etc. Non, non. Ça n'a rien à voir avec Sarkozy, ça n'a rien à voir avec de Gaulle. C'est l'opinion publique qui a changé. À l'époque, ça nous paraissait aller de soi que dans une guerre, on ait des morts. Et aujourd'hui, non, c'est mal vu. Les Américains ont perdu 58 000 hommes au Vietnam. Aujourd'hui, quand ils en perdent 4 000 en Irak, c'est dramatique. Quand ils en perdent 2 000 en Afghanistan, c'est trop. Donc là, il y a une mutation très intéressante. Alors, ce que j'ajouterais, c'est extrêmement civilisé de ne plus vouloir avoir des pertes, sauf que c'est civilisé où? C'est-à-dire que vous avez un petit bout dans une certaine zone d'Europe et d'Amérique du Nord où les mecs ne veulent plus mourir, ou en tout cas l'opinion publique ne veut plus qu'ils meurent, et puis vous passez la frontière, par exemple en Europe c'est la frontière yougoslave, vous trouvez de l'autre côté, et là, rien n'a changé, le combat c'est le combat, la mort c'est la mort, je t'attrape, je te tue, puis voilà, c'est tout. On est dans une autre mentalité. Donc c'est très intéressant de dire qu'aujourd'hui, on perd les guerres, c'est pas seulement parce que nous sommes moins bons, c'est pas parce que nous sommes technologiquement dépassés, c'est parce que nous avons un armement inférieur, pas du tout, non. C'est la mentalité a changé. Jadis, quand on attaquait, on connaissait l'adversaire pour la bonne raison que les troupes dites coloniales étaient là depuis des années. On finit par savoir qui est qui. Alors qu'aujourd'hui, quand on voit les types, c'est 1 an maximum, si ce n'est pas 4 mois. Au Vietnam, par exemple, il y a un colonel de Marines qui avait très justement dit « Nous n'avons pas fait la guerre pendant 8 ans, nous avons fait 8 fois la guerre, 1 an. » Voilà, c'était la rotation. Alors, juste le temps de comprendre un peu qu'est-ce que c'est le climat, on ressort. Et en 2009, quand on envoyait les mecs pour des temps plus courts, 6 mois, il y a un général qui s'appelait McChrystal qu'on a envoyé pour faire un petit rapport en Afghan. Et il a dit,
nos troupes ne sortent pas. 95% des mecs restent dans la base. Ils bouffent de la bouffe américaine qui est expédiée chaque jour des États-Unis. Ils écoutent de la musique américaine, ils regardent la télévision américaine, ils communiquent avec Internet avec leur mère ou leur copine. Enfin bref, il a dit, ils sont en transit. Transit psychologique. Voilà. Il faudrait, alors il avait une proposition impensable, il faudrait leur confisquer leur téléphone, il faudrait leur confisquer leur Internet, ou le permettre l'usage une fois par semaine, j'en sais rien, mais c'est pas possible. Je veux dire que, voilà, c'est tout. On ne peut pas faire la guerre comme ça. T'es là et t'es pas là. Et en plus, quand vous sortez, c'est en force. La première bagnole, on l'écarte parce qu'elle peut être bourrée d'explosifs. Donc en somme, on n'a aucune connaissance du pays, on ne connaît pas la culture. Moi, je me souviens d'avoir, à Singapour, eu comme élève, dans un cours sur la guerre de guérilla, deux mecs des compagnies de sécurité. Je reviendrai aux Kurdes, hein, mais enfin, il faut quand même comprendre dans quel monde on vit. Hein. Ils avaient passé 1 an en Irak et puis 1 an en Afghan. Alors, bon, ça m'intéresse de leur dire, alors c'était quoi la différence? Il y en a un qui me dit, bah, c'est tous des musus, et il y a vachement plus de montagnes en Afghan. C'est tout ce qu'il avait compris, le mec. J'étais baba. On a beau s'attendre à une certaine candeur, mais des fois ça dépasse la norme. Bon, bref, revenons aux Kurdes. Les Kurdes, donc, en Syrie, trouvent un rôle, compte tenu du fait que nous ne voulons plus combattre au sol, ils font le travail en quelque sorte de troupes de substitution. C'est ce qu'on appelle en anglais, j'emploie pas de mot anglais, moi. Quand je parle français, je parle français. Quand je parle anglais, je parle anglais. Enfin, en anglais, ça s'appelle proxy forces. C'est-à-dire, c'est les forces de substitution. C'est pas moi qui me bats, c'est lui qui se bat pour moi. Bon, donc, voilà pour les Kurdes de Syrie. En Irak, eh bien, c'est les Iraniens qui ont puissamment aidé. En Syrie, bien sûr, c'est Vladimir Poutine et les Iraniens. Et là-dedans, les Kurdes, ils ont été les bénéficiaires de 2 accidents. Accident numéro 1, 1991. En 1991, il y a une énorme armada totalement internationale qui veut punir Saddam Hussein d'avoir envahi et annexé le Koweït. Alors on le bombarde, c'est le père de M. Bush qui fait ça, George Bush, et intelligemment, il dit à ses troupes d'arrêter à 100 km de Bagdad parce qu'il ne veut pas que le régime s'effondre. Pourquoi? Parce qu'il y a maximum 20 à 25% de sunnites, il y a 60% de chiites et il y a 20% de kurdes. Le calcul est simple, il ne veut pas, en liquidant Saddam Hussein, le patron des sunnites, faire un cadeau à l'ayatollah Khomeini ou aux chiites d'Iran en enlevant les sunnites du pouvoir. Tout le monde suit? Bon, son fils, qui était plus con, en 2003, il va le faire. Entre-temps, en 1991, les télévisions occidentales montrent la ruée de au moins 1 million de Kurdes qui s'enfuient, mais vraiment devant les troupes de Saddam Hussein. Ils ont été massacrés déjà, ils ont perdu 100 000 hommes, 150 000 hommes. Tous les chiffres sont faux, hein, donc je cite, quoi. Mais ils ont perdu du monde, ils ont perdu 5000 types qui ont été gazés à Al-Abja. Bref, ils fuient toute berzingue en direction de l'Iran et de la Turquie. Et à ce moment-là, la France intervient en disant il faudrait faire quelque chose, il
faut absolument intervenir du point de vue humanitaire. On convainc les Britanniques de faire quelque chose, et puis ils vont trouver les Américains en disant, écoutez, voilà ce qui se passe, voilà les images, il faut faire quelque chose. Et alors les Américains disent, ok, on va faire un programme, Provide Comfort, c'est-à-dire qu'on va leur délimiter une zone sanctuarisée par notre aviation signifiant l'aviation britannique, l'aviation française et surtout l'aviation américaine, dans laquelle le régime de Saddam Hussein ne peut pas pénétrer. Donc les Kurdes, pour la première fois, peuvent souffler et s'organiser dans un bout de terrain qui doit faire dans les 20 000 km². Et ça reste comme ça jusqu'à 2003. En 2003, deuxième coup de peau. En 2003, alors que en 2001, il y avait eu le 11 septembre, dès le 14 ou 15 septembre, Paul Wolfowitz, qui était le plus faucon des néoconservateurs, dit il faudrait qu'on s'occupe de l'Irak, il faudrait remodeler le Grand Moyen-Orient, maintenant que l'Union soviétique n'existe plus. Alors l'idée c'était, bon, on se débarrasse de l'affaire afghane, on trouve un type qu'on va mettre à la tête, et puis on aura battu les talibans. Ce qui est exact, les talibans étaient battus fin 2001-2002, il n'y en a plus. Ils ont fui direction le Pakistan. Ils reviendront par la suite, mais en tout cas en 2002, c'est calme. 2003, c'est calme. Donc en 2003, on décide de rentrer dans le lard du régime, de le liquider, de remodeler ce Grand Moyen-Orient en disant « Ah, on s'installe en Irak et on y crée un régime ami, voire même un régime démocratique, avec des guillemets. Ensuite, on se tourne vers M. Bachar al-Assad et on lui tord le bras pour qu'il arrête d'aider Hamas et le Hezbollah, ce qui est notre allié israélien. Et ensuite, on se tourne vers le rival principal, l'Iran, et on va les forcer à faire, on va les contribuer à faire un changement de régime. C'est d'ailleurs ce qui se passe aujourd'hui, hein, en violant en quelque sorte l'accord. Qu'est-ce qu'il veut, M. Trump? Il veut en quelque sorte que la situation devienne très mauvaise en Iran et que le régime éclate de l'intérieur. Bon, là-dedans, les Kurdes donc jouent un rôle marginal. Enfin, ils profitent de ce qui a été donné en 2003. En 2005, on leur dit, bon, ben voilà, vous faites une fédération avec la majorité chiite de l'Irak. Et ils créent un parlement, ils créent des institutions, et surtout, ils sont la seule région autonome du monde à disposer de forces armées. Ça, c'est intéressant. Et puis, l'année dernière, en 2005, ben, ils ont prétendu qu'ils allaient faire un référendum sur une possible indépendance. Les Américains leur ont dit « Faites pas ça, on ne peut pas vous soutenir ». Ils ont demandé aux Anglais et aux Français. Les Français ont dit « On ne fera rien pour vous ». Ils ont été voir les Russes. Les Russes ont dit « Non, nous, on n'est pas d'accord ». Donc, ils étaient tout seuls, dans un rapport de force qui ne leur était pas favorable. Néanmoins, ils font ce référendum le 25 septembre de l'année dernière, 17 là, en se disant, bon, ben, on va montrer que notre population, elle est vraiment derrière nous. C'est comme si on faisait un sondage en disant, voulez-vous être heureux? Bon, bien sûr, les gens ont dit, ouais, d'accord, on veut être heureux. Bon, on veut être indépendant. Bon. Manque de chance, ils ont fait un référendum, non seulement dans ce qui était considéré comme le territoire qu'on leur avait donné comme sanctuarisé, mais aussi à côté avec les territoires dits disputés qu'ils venaient de regagner dans leur lutte contre l'État islamique. Alors, eux, ils ont dit, mais c'est pas normal, pourquoi on n'aurait pas le droit de le faire là? La réponse est, quel est l'État qui admettrait qu'on fasse un référendum sur
l'indépendance dans une région qui est disputée. Ça n'existe pas, ni chez les Français, ni chez les Anglais, ni chez les Américains, ni chez les Russes. Et tout le monde leur avait dit, faites le pas, et les Iraniens étaient venus leur dire, vous ne devriez pas le faire, ça va vous coûter cher. Bon, ils n'ont pas voulu écouter. Il y avait un seul qui était contre, le Premier ministre, qui s'appelle Nechirvan Barzani, à mon avis le seul type qui soit vraiment un homme d'État chez eux. Et il leur avait dit, ça va nous mener au désastre. Personne ne l'a cru. Et effectivement, quand ils ont voté, il y avait 92% qui étaient d'accord pour l'indépendance. Bon, c'est très bien. C'est-à-dire que l'indépendance, on peut estimer qu'ils la méritent. Mais ce n'est pas parce que vous méritez l'indépendance que vous allez l'avoir. C'est ça la différence. Tu n'as pas dans la vie ce que tu mérites. Tu as dans la vie ce que tu es capable, politiquement, d'arracher. Et particulièrement quand c'est militaire, d'avoir la force pour l'imposer. Ils ne l'avaient pas. Donc, ils ont passé un très mauvais moment. Ils ont perdu complètement Mossoul. Ils avaient beaucoup travaillé pour repeupler Mossoul. Ils avaient envoyé 150 000 hommes. Mossoul, Saddam Hussein les avait expulsés de Mossoul. Ils ont réoccupé Mossoul, lentement. 150 000 hommes. Les 150 000 hommes, ils sont retournés maintenant chez eux. Ils ont été vidés. Le pétrole de Mossoul, ils l'ont perdu. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre aussi? Il y a que, en général, quand on voulait aller à Souleymaniye ou à Erbil, on allait à Vienne, on changeait d'avion, 1 heure, et 3 heures après, on se retrouvait à Erbil ou à Souleymaniye. Sans visa, sans rien. L'année dernière, quand j'ai voulu y aller en octobre, il a fallu que je demande un visa à l'ambassade d'Irak, qu'on m'a accordé pour 30 jours, pas un de plus, avec un arrêt à Istanbul de nuit, 4 heures d'attente, ensuite un arrêt à Bagdad, 4 heures d'attente, enfin bref, je suis arrivé après 20 heures de trajet là-bas avec un visa d'1 mois. Il a fallu revenir pour refaire encore un visa d'1 mois et retourner, enfin bref. Donc c'était vraiment la défaite absolue. Tous les points de contrôle étaient passés entre les mains des agents de Bagdad et la douane de Bagdad s'était installée dans les villes kurdes. Donc fiasco du point de vue de la tentative de prétendre qu'on deviendrait indépendant un jour dans tout ce qui constitue, selon eux, l'assiette territoriale du Kurdistan historique. En Iran, ils avaient organisé une lutte armée. J'étais là, j'ai vu comment ça se passe en 1980. Ça marchait très bien, parce que l'Iran était en but aux troupes de Saddam Hussein. Ils avaient autre chose à faire que de s'occuper des Kurdes. Donc c'est l'armée irakienne largement appuyée par tout le monde. Et lorsqu'ils ont réussi à s'organiser pour pouvoir, tout seuls, contre tout le monde d'ailleurs, tenir tête aux forces de Bagdad, dans la pratique, ils se sont rendus compte que les Kurdes n'allaient pas réussir sans l'appui des Irakiens, ce qui fait que les Kurdes d'Iran étaient aidés par les Irakiens, les Kurdes d'Irak étaient aidés par les Iraniens. Bref, ils ont payé très cher leur alliance avec l'adversaire du pays dans lequel ils sont. Il a fallu qu'ils se replient. Par la suite, le dirigeant Abdelrahman Rassemlou a été assassiné par les Iraniens au terme de négociations sur est-ce que vous pouvez devenir autonome, oui ou non. Le mec, on dit ouais, c'est peut-être que ce serait bien. On revient la semaine prochaine discuter. Ça se passait à Vienne. La semaine d'après, ils sont venus. Il y avait 3 mecs pour discuter. 3 Kurdes d'un côté, 3 Iraniens de l'autre. Ils ont ouvert leurs mallettes. Ils ont sorti leurs pistolets. Et chacun a buté le mec d'en face. Bon, l'affaire était close. Depuis, ils ne se sont jamais remis de cette affaire. Donc en Iran, c'est nul. En Turquie, c'est la répression, très forte. Il reste le Rojava. Au Rojava, ils ont subi
un très très coup dur à Afrin. Bon, alors regardez là-haut, c'est Ashuré. Ce qui est Ashuré, c'est les zones contrôlées par les Kurdes. C'est-à-dire, ils tiennent à peu près les 2/3 de la frontière syro-turque, avec Kamishli, Kobané. Ensuite, Azaz, c'est tout à fait au nord. Hein. Azaz, Jérablouz, j'espère que vous voyez ça. Ça, c'est une partie occupée par les forces turques. Très bien. À gauche, c'est Afrin, là où vous avez la petite flèche. Ça, aujourd'hui, c'est entre les mains des Turcs et de leurs alliés dits armées syriennes libres, qui sont tous des djihadistes. Au sud, vous avez Idlib. Ça, c'est tenu par les frères musulmans syriens. Donc il y a une zone là où l'influence turque est très importante. Pour le reste, de Alep, voilà, jusqu'à Damas, en bas, voilà. Le géographe appelle ça la Syrie utile, pour la bonne raison que c'est la zone peuplée et qu'elle n'est pas désertique, parce que tout ce qui est blanc là, c'est du désert. Quand on disait l'État islamique contrôle un territoire grand comme la Grande-Bretagne, ce que j'ai lu souvent dans les journaux, ouais, sauf que le type, il ne savait pas que c'était un désert. Donc, dominer le désert, ce n'est pas suffisant. Palmyre, c'est au milieu de nulle part. Moi, quand je passais clandestinement de Damas à Kamishli et ensuite en Irak, on prenait une voiture, on roulait de nuit jusqu'à Palmyre. À Palmyre, on arrêtait pour boire un coup et ensuite on continuait jusqu'à Kamishli. Donc, dans le désert absolu. Voilà. Donc, aujourd'hui, le vainqueur, pour l'instant, c'est Bachar el-Assad, grâce à la présence iranienne à travers ses milices et à l'aviation de Vladimir Poutine. Le régime est dans une meilleure situation qu'il n'a été depuis 7 ans. Donc voilà la situation. Maintenant, le problème, c'est que M. Trump, en rompant le pacte il y a quelques jours sur le nucléaire iranien et en obligeant ses alliés à ne pas faire de commerce avec l'Iran, ce qui s'appelle un diktat économique, son but, c'est de rendre la vie économique et sociale à travers des sanctions très dures pour l'Iran et d'essayer, grâce à ce processus, de contribuer à un changement de régime. Voilà, c'est ça qu'il cherche. Et il voulait également remporter un autre succès avec la Corée du Nord, où il avait dit au type, bon, bah, tu renonces entièrement à ton programme nucléaire en 1 année, et après, ben, on verra que je ne t'ennuie plus. Alors le type, M. Kim, qui n'est pas plus con qu'un autre, s'est dit, ben voilà, il vient de violer l'accord avec les Iraniens, maintenant il me propose que j'enlève mon pantalon, et après il fait ce qu'il veut. Mais où on va là? Alors il est allé voir les Chinois, il a dit, écoutez, bon, nos rapports n'ont pas toujours été formidables, mais je veux dire, vous savez que vous ne voulez quand même pas Trump ici, vous ne voulez pas la Corée du Sud chez moi, à Pyongyang. Bon, et les Chinois, on lui a dit, bon, ben, les sanctions, on s'en occupe. C'est-à-dire qu'on va te filer ce qu'il faut pour survivre. Donc, tu n'es pas obligé de céder à ce que le type va t'imposer. Bon. Il a véhiculé ça à travers ses services, et M. Trump s'est dit, merde, le succès que j'escomptais, le prix Nobel de la paix, je ne veux pas l'avoir. Donc, j'y vais pas. Le 12, je ne vais pas les négocier. Donc, voilà où on en est. Maintenant, dernier truc du match, dans lequel les Kurdes, évidemment, sont très secondaires.
est-ce que les Européens et les Russes, mais surtout les Européens, vont avoir le courage et les moyens de continuer à commercer avec l'Iran? Point d'interrogation. On aurait tendance à penser, c'est douteux, que le courage, ça ne les étouffe pas, les Européens. Qu'est-ce qu'on a fait depuis l'effondrement de l'Union soviétique? Qu'est-ce qu'on a fait depuis l'effondrement de l'Union soviétique? On a suivi la politique américaine. Et c'était quoi la politique américaine? C'est que la guerre froide était finie, sur le papier, l'endiguement s'était terminé. Au lieu de l'endiguement, c'était le refoulement. C'est-à-dire, il faut repousser l'ex-URSS aux frontières de la Russie. Dernier acte, l'Ukraine. De ce côté-là, ils ont gagné. Qu'est-ce qu'il a fait Poutine? Voyant qu'il avait perdu en Ukraine, il a repris ses billes en Crimée. N'importe quel dirigeant sérieux aurait fait la même chose. Nous on n'a rien dit quand les Américains ont fait ça au Kosovo, parce que c'était les Américains. Bon. Celui qui juge les choses calmement et sans passion et sans idéologie, bon, on peut estimer que s'ils font ça au Kosovo, il peut très bien faire ça, lui, en Crimée, qui est 100% russe. D'ailleurs, il n'y a pas eu de mort. Ils acquiescent, ils sont d'accord. Bon. Maintenant, qu'ils fassent une petite guérilla dans les zones qui sont russophones, bon, c'est logique. C'est-à-dire que l'Ukraine, c'est 3 pays. À l'ouest, c'est des uniates. En traduction ouverte, ça veut dire c'est des cathos. Ils sont catholiques. Ils ont appartenu à l'église polonaise et lituanienne. C'est pour ça, en 2004, quand il y a eu la révolution dite orange, il y a eu Lech Walesa et le Premier ministre lituanique qui sont allés là. Comme les journalistes sont en général pas très cultivés sur l'histoire, ils n'ont pas compris pourquoi il y avait un Lituanien et un Polonais. Parce que ça faisait partie de la Polono-Lituanie de l'époque. Ensuite, il y a le centre, avec Kiev, qui est orthodoxe, et ukrainien. Et puis, il y a cette partie orientale, Donetsk, Luhansk, où il n'y a que des Russes. Bon, c'est un agrégat. Tout ça, ça avait été fait à l'époque de l'Union soviétique. Quand on pensait à l'Union soviétique, elle en avait pour des décennies et des décennies et des décennies, si ce n'est pas 1000 ans. Quant à la Crimée, elle avait été donnée en 1954 à l'Ukraine par Nikita Khrouchtchev, ukrainien lui-même, à une époque où personne ne pensait que l'Union soviétique allait s'effondrer 30 ans plus tard. Voilà. Bon, alors aujourd'hui, quelle est la situation des Kurdes? Je vous ai dit, en Syrie, ça marche, avec des difficultés sérieuses sur Afrin, et en même temps, un adversaire appelé M. Recep Tayyip Erdogan, qui les a dans le collimateur et qui veut s'en débarrasser à tout prix. En Irak, ils ont perdu la partie parce qu'ils ont fait un référendum maladroit. Et en Syrie, bon, ils sont une force importante, mais avec des difficultés. Qu'est-ce qui reste? L'Irak, la Syrie, et en Iran, rien. Je veux dire, ça ne bouge pas.